Bonjour à tous, je suis Nicolas Maluka, bienvenue dans Grain des Sables. J'espère que vous êtes bien installés, prêts à découvrir un nouveau Grain des Sables. Aujourd'hui, pour cet épisode 2, je ne me trouve pas dans les locaux de Zedenco, je suis au cinéma, au Grand Palace, le cinéma des Sables d'Olonne. Et avec moi au micro, j'ai François le Suisse, le maître des lieux. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien ? Formidable. Ouais, merci de me recevoir en tout cas. Tu sais, je t'en avais parlé quand on avait échangé par mail. Moi, j'adore le cinéma. Alors, j'y vais un petit peu moins depuis que j'ai des enfants. Mais bon, c'est vraiment un plaisir d'être ici, de te retrouver pour cet épisode 2. Ensemble, on va parler de l'histoire du Grand Palace, aussi de son fonctionnement, un petit peu savoir comment ça se passe dans les coulisses. Et puis, on va parler un petit peu de toi aussi, parce que tu es connu pour autre chose aussi au sable, c'est les sculptures qu'on retrouve un petit peu disséminées par-ci, par-là. Et avant de commencer, je voulais partager avec les auditeurs un petit texte que j'aime beaucoup, qui est paru dans un hors-série de Libération en 1987. Je vais vous le lire et puis après je vous dirai qui en est l'auteur. Parce que j'aime ça, parce que ça bouge, parce que ça vit, parce que ça pleure, parce que ça rit, parce que ciné on est dans le noir, on est au chaud, entre un mec qui vous fait du genou et une nana qui enlève le sien, devant un con qui parle trop fort, derrière un génie aux cheveux ébouriffés qui vous empêche de lire les sous-titres, parce que ça danse, parce que ça chante, alors je plane. Parce que c'est beau, parce que filmer c'est comme une femme, c'est comme un homme, ça peut faire mal, ça vous écorche. Parfois c'est moche, mais c'est bien quand même. Parce que ça zoome, parce que ça travelling, parce que ça silence et moteur est coupé, parce qu'on rêve à 24 images secondes, et que par conséquent ça fonce dans la nuit à 86 400 images à l'heure et que le TGV en crève de jalousie. Parce que c'est blanc, parce que c'est noir, et bien d'autres choses encore, parce que j'aime ça. Et parce que je ne sais rien faire d'autre. Voilà, c'était la réponse de Jacques Demy à la question « Pourquoi je filme ?» Et moi, j'aime bien sa réponse à lui parce que, en fait, parmi les 1000 raisons qu'il aurait de répondre à cette question, pourquoi il filme, il pourrait dire parce que j'aime raconter des histoires, parce que j'aime dépeindre le monde. Et ben lui, la première chose qui vient, c'est sa sensation de spectateur, en fait. Et c'est ça qu'il veut retransmettre. Et je suppose que moi, si je te posais la même question, pourquoi tu gères un cinéma, finalement, tu répondrais presque la même chose, je suis sûr. Ouais. Alors, moi, c'est encore un peu différent. Ouais. Ouais, parce que moi, contrairement à lui, c'est un faiseur. Il y a quelque chose qui l'a nourri, un accident émotionnel. Peut-être la première, parce qu'on se souvient toujours de sa première fois au cinéma, alors qu'on se souvient peut-être pas de son première fois au restaurant, on se souvient. Il y a des choses comme ça qui fédèrent, qui sont ancrées en nous. On retrouve ça dans Fabelmans de Spielberg. Exactement, l'accident du train. Tu l'as vu Oui. Ouais. J'ai écouté toute une émission de radio justement sur Fabelman sur la psychologie de comment. Donc c'était hyper intéressant d'entendre et de détricoter sa passion. Ouais. Et en fait, beaucoup Demy, Berry, tout ça. Berry, c'est encore différent parce que son père. Oui. Et ben moi, c'est un petit peu comme lui. Je suis tombé dedans quand j'étais bébé. C'est que mon père tenait un cinéma à ma naissance. Donc en fait, moi, j'ai été biberonné. Moi, c'est pas un accident. Oui. C'est que j'ai été éduqué dans un cinéma avec les codes du cinéma. Et moi, je me suis jamais mis en mode spectateur. Je ne suis jamais un spectateur. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse. C'est à quel moment, comme un réalisateur, comme un scénariste, je pense que Demy, il oubliait de dire quelque chose, c'est qu'au lieu de raconter une histoire, il se pose des questions. Oui, un scénariste se pose des questions. Tout à fait. Et pour se poser des questions, il faut savoir mettre un pas de côté. Oui. Être acteur de la vie, d'être curieux de tout. Et un cinéma, c'est une fenêtre ouverte vers le monde. Mais si tu prends ça que comme ça, ce que beaucoup de cinémas n'ont pas forcément compris et qu'ils sont tombés, c'est aussi une fenêtre vers le monde. C'est-à-dire que sociologiquement parlant, tu es le miroir d'une ville. Ça, et que le cinéma au Sables d'Olonne, je le gère comme je le gère parce qu'il est au Sables d'Olonne. Oui. Et que si j'étais au fin fond de la Lorraine, pour prendre j'ai rien contre la Lorraine, mais mon père est de Lorraine. Je le gérerais pas comme ça. D'accord. Si j'étais dans le sud de la France, les mentalités sont différentes, les choses ont besoin de briller un peu plus. Là, on est sur le bord de l'Atlantique, on est bercé par les vagues, on a les horaires de marée. Mais ça paraît tout bête, mais c'est ces petits détails qui font que on vit au rythme de la pellicule, c'est ce qu'il dit. Il y a des problématiques techniques, 24 images secondes, il y a un écran qui est figé,
Et en fait, il y a tellement de vie à côté qui bouge. Ça, sincèrement, moi, ça me fait bander, quoi. Ouais. De se dire que, suivant la capacité que la personne a à humaniser son cinéma, à rendre humain, à personnifier son cinéma, tu vois pas le même film. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que tu es pas conditionné pareil. Oui, bien sûr. Moi, ce qui me fait vibrer dans le cinéma, c'est ça. C'est pas tellement d'aller voir les films. Ouais. Ce qui m'a manqué le plus pendant le Covid, pendant que le cinéma était fermé, parce qu'on s'est beaucoup posé de questions. Hein. Oui, bien sûr, ouais. Et de se dire qu'est-ce qui me fait vraiment aujourd'hui, parce que nous, on a un métier entre guillemets, un métier de chien. On est là le matin, moi je suis là très tôt, je suis moitié insomniaque, donc moi le 5h, je suis debout, 5h30, je suis pratiquement à mon cinéma, et je finis à minuit. Donc il y a des choses où à un moment où on s'arrête net, on se pose les vraies questions de qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc c'est des vraies questions qu'on s'est posées. Qu'est-ce qui fait qu'on va continuer encore mais le point de départ, c'est de voir les salles et de ta capacité. Parce que quelque part, tu es un super-héros dans ta ville. Ouais. Tu permets à un moment... Moi, c'est ça qui me rend fier de mon travail, c'est que je ne suis pas un vendeur de places de cinéma. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui arrive à un moment donné, à un départ de train, et chaque voyage est émotionnel. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi que 2010, c'est... Toi, je suppose que ça t'arrive d'aller dans le fond d'une salle pour un film, je sais pas, tu as eu un coup de cœur et tu as envie, en fait, que les gens auxquels tu montres le film... Tu veux que je te dise ? C'est encore plus précis. On a tellement une capacité à faire venir du monde dans ce cinéma que mon vrai plaisir aujourd'hui, on fait venir tellement d'autres scénaristes, tellement de réalisateurs, tellement de producteurs. Ce que j'adore, on est arrivé à un point où ce que je préfère voir, parce que moi, ma salle, je la connais. Je connais exactement les réactions, je sais exactement où ça va partir, à qui ça va plaire. Quand je vois un film, c'est pour ça que je ne suis pas spectateur. Je peux plus bien être sûr. spectateur. C'est-à-dire que j'ai toujours la référence de savoir, et quand je regarde un film, je vois tous les visages de mes clients. Je ne connais pas les prénoms à tout le monde, mais je sais que ça va plaire à tel, ça va plaire à telle partie. Donc je suis programmateur de ma salle. Du coup, en fait, limite, s'ils sont là en train de regarder et que toi, tu es derrière eux, je connais leurs réactions, j'anticipe les réactions. C'est ça. Mais moi, ce que je veux voir, c'est le réalisateur qui est venu, qui a fait l'effort de passer une journée dans le train pour venir au Sable d'Olonne, où il a aucun principe. On n'est pas la plus grosse ville de France, on a le terminus, en face on a les pingouins. Et qu'est-ce qui fait qu'ils viennent au Sable ? C'est qu'on a réussi à faire quelque chose qui est magique, ça c'est notre travail, la Palace Family. Et moi ce que j'aime bien, c'est que moi je la connais par cœur, la Palace Family. Je suis 24/24 avec. Ce que j'aime, c'est de voir ses réactions groggy à l'arrière de la salle, comme un petit enfant qui lui attend... Si au moment où il a décidé ou au moment où il a fabriqué son film, parce que c'est des prises de tête monumentales dans la table de mixage, de le voir, dire waouh, soulagé, parce qu'il sait que ce public-là, c'est pas n'importe quel public au Sable. Et par contre, le public, c'est comme un champ de blé. Et en fonction du film, on voit la salle réagir différemment. Là, on a Billy Elliot, mais à l'époque, quand les enfants venaient le voir, ou Super Mario, ou des films, aujourd'hui, on a double lecture dans les dessins animés. J'adore voir une salle d'enfants qui, quand il n'a pas compris, parce que les clés de lecture sont faites pour les parents, j'adore voir les enfants et de voir comme un champ de blé qui bouge, et on voit la salle bouger, on la sent respirer, c'est extraordinaire. Un enfant, pour aller toujours sur ton image, un enfant qui est intéressé par un film, il n'est pas comme un adulte. Un adulte, plus le film l'intéresse, plus il est vautré dans son cinéma, dans son fauteuil. Un enfant, plus il reste droit et il est attiré comme un tournesol vers l'écran. C'est hallucinant. Et tu vois vraiment quand la salle, parce que là, par exemple, à l'heure où on se parle, au moment où on se parle, on a Billy Elliot qui passe avec 300 gamins. Eh ben, je peux te dire qu'ils étaient bien énervés quand ils sont arrivés, parce qu'il fait beau, c'est comme les hirondelles. Et là, le Billy Elliot, bam, il embarque tout le monde dès le départ. Et ils sont tous captivés, les yeux grands ouverts, les sens vraiment sont éveillés. C'est chouette. Donc, on va parler un petit peu d'histoire de cinéma. La première séance inaugurale, c'était le 14 juin 1914. 14 juin 14, j'en profite, c'est une date qui va parler à une auditrice que j'embrasse très fort. Et c'était La fille de Delft de Alfred Machin qui était diffusée. Et qui étaient les propriétaires alors qui tu sais ou... Alors t'imagines que j'étais même pas un projet à l'époque. Et puis même, enfin, ça part assez fou parce que le cinéma avait 20 ans. Ce qui est dingue, c'est que faut se replacer en 1914. Qu'est-ce qu'était la ville des Sables ? Imagine-toi en 1914, cette ville, c'est pratiquement une dune. Il y a le quartier de la Chaume, quelques villas
très belle villa sur la dune, entre le passage, Beau Séjour, et puis tu fais un vilain trait avec le quartier des Roses de Saint-Pierre. C'était une ville qui était complètement endormie en dehors des bains de mer. Il y avait une façon de vivre complètement différente d'aujourd'hui. Et de réussir à faire un cinéma en 1914, on est l'un des plus vieux cinémas qui existent, sédentaire. Pas un truc qui arrive l'été quand les Parisiens arrivaient avec le train, quoi. Donc c'est assez dingue. C'était un cinéma qui avait vocation, alors dans ces années-là, les cinémas qui commençaient à se créer jusque dans les années 50, c'était des cinémas qui étaient de quartier. Donc il faut se rappeler, et d'ailleurs c'est la joke, quand je commence à avoir un client qui vient me dire « Ah François !» il commence à me parler des cinémas au sable, il commence à lever, et s'il lève le pouce, c'est qu'il va me sortir tous les autres noms des cinémas au Sable d'Olonne. Donc là je sais que j'en ai pour une demi-heure, et c'est génial parce que en fait ce qui ressort de cette petite joke, c'est qu'on voit comment c'est passionné le cinéma, comment ça a fédéré, comment c'est une colonne vertébrale pour les familles. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait pendant le Covid, je fais un petit parallèle, on a mis les noms sur les fauteuils. C'est que moi j'aurais aimé, j'ai pas d'archives de 1914, j'ai quelques archives du Journal des Sables, qui s'appelait Le Sablé à l'époque, pour faire bref, 1914, grande salle, 400 places, on n'avait pas les normes de cinéma qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le confort que l'on a aujourd'hui. Ma plus petite salle, l'écran de la plus petite salle aujourd'hui est 2 fois, 3 fois plus grand en longueur, parce que ça fait 6 fois. Que le grand écran de cette salle, c'était la cigarette au bec, c'était des bancs, fallait venir avec ses chaises. Et puis c'était une procession, c'est-à-dire que tout le monde venait, c'était vraiment un guichet fermé. Sauf qu'à cette époque-là, il y avait quelques jours dans la semaine qui étaient ouverts. Il n'y avait pas vraiment le confort, mais c'était juste extraordinaire. Un film pouvait durer 1 mois à la non-stop et avoir qu'une salle, donc il n'y avait qu'une projection. Quand je regarde les archives de la ville et puis du Sablé, j'ai été voir les archives de la ville, on se rend compte qu'il a toujours été en avance sur son temps, ce cinéma. On se rend compte que alors que les autres arrivaient, le quartier Saint-Pierre, le Jeanne d'Arc, le Stella, tu vois, moi aussi je lève le pouce et je te sors les trucs. Il a toujours gardé le leadership. Et aujourd'hui, celui qui a toujours fait le plus d'entrées, celui qui a toujours été à la page, qui a eu le son en premier, qui a eu la couleur en premier, qui a su ne pas disparaître, alors que tous les autres se sont fait dégoupiller les uns après les autres. Cette réflexion que mon père a eue à une époque où il a divisé cette grande salle, parce qu'il y a eu un balcon. Tu connaissais le palace ? Non. Rue des Jardins, une petite rue en sens interdit, en plein cœur des sables, pas de place pour se garer, enfin tu vois, tout contre nous. Et en fait, cette salle qui a été faite et refaite après la guerre, parce que c'était des... Oui, ils ont occupé les lieux. Occupés pour des chantiers, parce qu'une salle de cinéma c'est long, et donc les Allemands... il y avait des impacts de balles dans la salle, qui, pour ceux qui connaissent, la salle 2, qui était la grande salle, qui était un plus grand morceau du découpage qui avait été fait entre la salle 1 et la salle 2, petite salle. Et en fait, ces salles des années 80, quand le cinéma a fait sa révolution, où on parlait de complexe et plus de salles de cinéma, pour arriver à des multiplexes aujourd'hui. Donc après, c'était le Palace, le splendide Palace Pâté, le Pâté Palace, le Splendide, c'est revenu de Splendide, le Palace, et c'est resté le Palace. Quand nous, on est revenu, mon père l'a acheté dans les années 80, et en 98, moi, je faisais du sport de haut niveau, j'étais junior en whisky, et j'ai arrêté avec le titre que j'ai obtenu. J'ai commencé à travailler avec lui. Et en fait, j'ai été, pour te dire pourquoi, pour répondre à ta première question, c'est que moi, j'étais programmé par mon père à reprendre le cinéma. Donc, je me suis ouvert quand même d'autres perspectives, la sculpture, le surf. Mais au final, je savais qu'il allait gagner. Et que, ça te plaisait, toi, quand même, enfin, mais pas pour les raisons que tout le monde peut imaginer. Je vais te faire un parallèle. Quand tes parents sont trapézistes au Cirque Grus, tu crois vraiment que tu peux aller faire comptable chez... Non. Tu prends à 5 ans, tu fais des pirouettes sur la chèvre qui est là parce que tu as vu et tu parles avec la contorsionniste. À 6 ans, tu vends les billets et en fait, tu te poses pas la question. Tu bosses. Ma fille, à 14 ans, elle sait gérer le cinéma et elle est là depuis 3 ans, elle fait les trucs.
Et en fait, c'est quand t'es fils de commerçant, peu importe si c'est du cinéma ou autre, il y a quelque chose dans les gènes qui font que t'es débrouillard. Ouais, bien sûr. Tu as des capacités à ressentir le côté humain. Tu vois, des problématiques, tu les sens arriver avant qu'elles arrivent. Ouais. Donc, tu as une capacité d'anticipation qui est énorme. Et le surf, c'est aussi ça. Ouais. Ça t'apprend à anticiper, à comprendre les problématiques du vent. Tu décides pas de tout dans la vie. Ouais. Donc, c'est une vraie philosophie. Le cinéma, c'est un peu ça. Ouais, s'adapter. Tu peux avoir des bons films, mais s'il fait super beau et que les gens n'ont pas envie de venir, ou vice-versa, il suffit qu'il pleuve, que la marée soit haute, puis tu fais plein de monde alors que tous les autres... Ok, et donc toi, tu l'as repris à la suite de tes parents, donc 2003. En 2003. Et c'était le 4 avril 2003. Ok. Et là, j'ai senti... tu vois, moi, je suis vraiment dans l'émotion. Moi, je suis toujours dans le... Et le jour où j'étais chez le notaire avec mon père et qu'on a signé, j'ai senti un truc que j'avais jamais ressenti. C'était comme mon père était décideur de tout. Et que là, c'était moi qui décidais tout. Et la truc que j'ai négocié avec lui, c'est que quand il vendait, il me donnait les clés, il me donnait tout. Et il ne restait pas dans la société. Ouais. C'était une vraie transition pour pouvoir réécrire un nouveau chapitre. Tu fasses ton histoire, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Et surtout qu'on avait une ambition avec ma femme, parce qu'on parle toujours de moi, on dit toujours François, mais Claudia, il est pour beaucoup. Mais c'est vraiment un duo. Ouais. Après, elle n'aime pas tout ce qui est parler dans la presse, être vue et compagnie. Et elle est plus carrée. Ouais. Donc en fait, on fait un duo, c'est extraordinaire. Ouais. Et oui, c'était une émotion de dire. Waouh, je saute sans parachute là. Ouais. Je suis décideur de tout. C'est-à-dire que je suis responsable de tout. Ouais. Et là, tu prends la nuit, c'est un peu... j'imagine, une crise de panique, de se dire « Oh putain, j'ai le vertige ». C'est vertigineux parce que, en fait, quand tu commences à... Moi, j'ai toujours été très timide. Je suis quelqu'un qui est introverti. Je ne vais pas vers les gens dans un premier rapport. Quand je suis ici, je suis Bernard l'Ermite. Moi, je suis un Bernard l'Ermite qui se met dans sa coquille et qui... je joue un rôle ici. Ouais. Mais dans la vraie vie, François le Suisse, sans avoir l'étiquette Grand Palace, je suis quelqu'un de ultra timide qui fait très attention. Et ce qui m'arrangeait, moi, à l'époque, c'est que mon père prenait vraiment toute la lumière. Et les gens ne me connaissaient pas, me voyaient pas. C'est-à-dire qu'ils captaient vraiment toute l'attention par son caractère, par sa corpulence. Et j'ai toujours été dans l'ombre, mais avec ce fameux pas de côté que les scénaristes ont, ou à me poser des questions de comment on peut. Et en fait, j'avais toujours mon cerveau en ébullition de voir. En fait, ce que j'adore voir, c'est l'expérience du spectateur. Ouais. À partir de quand ? Et nous, on a travaillé depuis 2003 à ça. À partir de quand commence une séance ? Tu vois, c'est vraiment se poser toutes ces questions philosophiques pour pouvoir mettre sur papier notre façon de gérer le cinéma. Mais ça a été des heures et des heures d'argumentation, de se batailler avec Claudia pour savoir, parfois des détails qui changent tout à une séance de cinéma. Donc c'est depuis 2003, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui est juste gratifiant, parce que quand tu es exploitant de cinéma, c'est quoi ton rôle ? C'est quoi ton métier, exploitant de cinéma ? On va en parler justement, parce que... Mais c'est quelqu'un qui vend des places, qui gère un lieu. Non. Oui. Mais non, tu passes à côté de 90% de ton boulot. Et ceux qui pensent juste faire du RH, avoir des collaborateurs pour vendre des billets, et combien ils ont vendu de confiseries, les films... Enfin, ça, c'est 10% de ton métier. Oui. Rien, mais pas du tout à voir avec notre... ça n'a rien. Bien sûr. Alors justement, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche quand un film est produit ? Comment il fait en fait pour arriver jusqu'à ta salle ? Comment ça marche avec les distributeurs ? Quel est le rôle de chacun ? Est-ce que c'est toi qui choisis les films qui sont... Toi, tu choisis, donc ça veut dire que... Nous, on est l'un des derniers cinémas complètement indépendants de tout. On ne fait partie d'aucun groupement. D'accord, ok. Même pas d'entente, pas de... Moi, en fait, quand j'arrive ici, c'est plus une casquette, c'est un bob. Je suis... Un sombrero. Pour mettre tous les trucs, c'est plus qu'un dictateur africain. J'ai tous les badges. Tous les badges dessus. Je suis programmateur, je suis projectionniste. J'ai pas de projectionniste ici. D'accord. Depuis qu'on est arrivé en 2003, on n'a jamais eu de projectionniste. Donc, je suis projectionniste. Donc, par contre, je connais parfaitement la totalité et l'intégralité de mes cabines. Oui, t'imagines. Et je les ai installées. Ici, moi, j'étais le chef de chantier à la création. Donc, j'ai conçu ce cinéma à notre main. Quand j'ai fait le réagrandissement il y a 2 ans,
c'est pareil. Moi, j'étais le chef de chantier ici. Je me suis énormément impliqué. Ça va de la peinture au cadre de porte. Ouais, bien sûr, c'est vraiment ton lieu, quoi. Ouais. Donc la programmation, les capacités des salles, le fait de pouvoir parler avec les distributeurs, les acteurs en direct, les scénaristes en direct, les réalisateurs en direct. Ça fait que nous, on n'a pas une démarche commune, basique, où tu as un distributeur qui t'appelle le lundi pour te proposer un film pour la semaine d'après. En général, ça se passe comme ça. D'accord. Nous, on a... et ça se passe... Alors, en tout cas, nous, ce n'est que du téléphone. Ouais. Moi, je n'écris jamais. Ouais. Je ne signe aucun contrat. D'accord. J'ai très peu de contrats signés. Je crois que les seuls contrats, c'était à la banque, parce que bon, on ne pouvait pas passer. Bien sûr, Mais autrement, tous les films, je ne signe jamais de contrat. Nous, c'est notre capacité, et en fait, notre aura, si on peut appeler ça comme ça. Notre métier, il est très simple. Le cinéma, c'est une toute petite famille. Si on fait une connerie, déjà, tout le métier va le savoir, et on n'aura plus de film. Et notre métier, je ne sais pas si tu es au courant, et si tes auditeurs sont au courant, mais nous, c'est 50-50. C'est vraiment, c'est comme sur les marchés. C'est 50-50. C'est 50% va aux distributeurs et aux ayants droit, et 50% nous revient. Voilà. Donc on est au pourcentage. Dans tous les cas, c'est dans ton intérêt et dans le leur. On est vraiment une équipe très soudée, et on n'est pas l'un contre l'autre, même si on essaye de marchander quand même un petit peu, mais on est vraiment dans le même bateau. Et si on fait pas d'entrée, nous, nos investissements, ils se remboursent pas. Bien sûr, et on n'est pas bien. Et si on fait beaucoup d'entrées, on est tous les deux gagnants. Donc on a plutôt intérêt à faire beaucoup d'entrées et de trouver la solution qui puisse rencontrer un impact dans ta ville, que tu puisses toi t'émanciper, te grandir, à faire ton métier, parce que voilà. Moi, je regarde jamais le nombre de places que j'ai vendues. Ça m'intéresse pas. Je mets tous les. Moi, mon métier, pour expliquer, mon métier, c'est de mettre tous les voyants au vert. Ouais, bien sûr. Après, de toute façon, t'es pas maître de toute façon des entrées que tu vas faire. C'est de les maîtriser. Je reprends toujours ce parallèle avec le surf. C'est pas parce que tu veux faire tel style de figure aujourd'hui, mais la vague te permet pas de le faire. Elle est pas assez puissante. Si tu veux faire des tubes, mais que ça tube pas, tu ne pourras jamais tuber. Et donc, en fait, c'est exactement le même truc, c'est qu'il y a des... Et c'est pour ça qu'il faut avoir les sens complètement développés. Faut pouvoir écouter. Et moi, j'ai pas de bureau. Je suis toujours à la portée. Je suis toujours à moins d'un bras de mes clients. Et personne ne prend rendez-vous chez moi. Pour venir me voir, tout le monde vient à la caisse. Je viens voir François. Et il rentre dans le bar que j'ai changé en bureau. Et c'est ça qui fait l'importance d'un cinéma, parce que moi, je suis au téléphone avec tous les distributeurs, je suis avec eux. En fait, je suis le lien entre ce que eux veulent voir. Et je fais pas du cinéma pour moi. C'est-à-dire que quand je fais ma programmation, un film, je le choisis pas parce qu'il me plaît. Parfois, j'ai des coups de cœur. Je sais qu'il fera pas d'entrée, mais j'ai vraiment envie. C'est un kiff parce que il m'a bouleversé et que j'ai envie de montrer aussi, d'ouvrir l'esprit de certains. Bien sûr, puis de diversifier, quoi, de toute façon. Exactement, puis on sait que la presse va pas en parler, donc ils vont pas être mis en lumière. Là, par exemple, on a un film le mois dernier qui est sorti, le 30 mai, qui était Invisible été. Avec Stéphanie Pilonka, elle est venue, c'est de l'inclusion, c'est le travail sur l'handicap, comment on peut incorporer dans un cinéma. Plus tu fais des séances comme ça, plus tu entends leurs problématiques. Quelles sont leurs problématiques ? Parce que la séance de cinéma, si c'est une galère pour se garer au cinéma, si pour prendre les places, c'est une galère parce qu'ils sont pas autonomes. Et en fait, c'est de comprendre En fait, on a chacun une problématique. Et donc, il faut essayer de réduire au minimum ce qui fait que ça t'empêche de venir. Parfois, c'est des détails très cons. Et si tu as en contact avec tes clients... Mais en fait, c'est rien. On tourne. Attends, je peux t'arranger le truc, quoi. Évidemment. Donc, notre métier, c'est ça. C'est de régler les problèmes de ce que tu peux anticiper et que ça soit chaque séance est magique. C'est un peu comme un restaurateur. Si tu foires une assiette alors que tu en as fait 150 bonnes, l'assiette, elle sera foirée. Et les 150 effaceront pas celle que tu viens de foirer. Bien sûr. Nous, c'est pareil. Ça peut être le moindre truc peut être problématique sur une séance parce que ça peut être désagréable. Donc toi, au niveau des films, tu peux faire comment tu fais tes choix tu peux les voir avant. Du coup, tu fais tes choix donc en fonction de ça. Tu essaies de diversifier un maximum. J'essaie c'est miroir. quoi tes critères ? Comment tu arrives par rapport au flow ? Il y a quand même pas mal de films qui sortent. Est-ce que tu te donnes des outils, à part le ressenti, on va dire ? Non, c'est que du ressenti. Que ressenti. Ce n'est que du ressenti.
parce que je ne cherche pas à être classé RSA, donc je n'ai pas des espèces de quotas à aller. Ouais. Moi, si je veux faire 40% de mes films RSA, parce que dans mon marché... Moi, en fait, je fais le marché. Je suis un restaurant qui fait le marché. Ouais, d'accord. Je prends toujours des images comme ça parce que ça explique bien. C'est clair. Si tu veux faire une recette avec, je sais pas moi, du rouget et que c'est pas la saison du rouget, ben tu vas pas sur le marché, tu vas chez Métro et tu prends du congelé. Ouais. Sauf que moi, je fais à l'ardoise. J'ai pas 15 menus différents et compagnie. Si tu fais les produits du marché, tu peux pas avoir. Si tu veux vraiment avoir les bons films au bon moment, au moment où la presse en parle, eh ben, tu es obligé d'être conscient de quelle est ta ville. Et en fait, notre ville, elle est multiple. Encore une fois, le cinéma, c'est un miroir de ce que ta ville est. Ouais. C'est comme ça que moi, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. Hein, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, cette ville, 60% de la population a plus de 60 ans. Ça, c'est les 2 tiers de l'année. Mais tous les week-ends, de 40 000 habitants, elle passe avec une zone d'achalandise de 50 000 habitants. Elle passe à 100 000 l'hiver, à 200, 250, voire 300 000 sur les pics l'été. Le week-end de la Pentecôte c'était un plein mois de plein mois d'août. Donc, il faut l'anticiper. Ces 150 000 qui viennent identifier. Donc, il faut être parfaitement au courant. Moi, je suis aussi très en cheville avec l'Office de tourisme, parce que je suis un lieu recevant beaucoup de public. Ça veut dire qu'il faut être en concurrence avec qui au Sable d'Olonne ? Est-ce que c'est Saint-Gilles, La Roche-sur-Yon ? Évidemment que non, c'est pas des concurrents. Mais vrais gros concurrents, c'est les cinémas de Cholet, d'Angers, le multiplex d'Angers, les multiplex de Nantes, dans toute sa globalité, les multiplex de Tours, du Mans. C'est des gens qui viennent pour le week-end. 80% de la clientèle qui vient au Sable est à moins de 350 km des Sables. Donc, tu fais un rayon de 350 km, tous les cinémas qui sont dans ce rayon-là, mais vraiment axés vers Paris, c'est potentiellement des clients. Donc, le cinéma de Saumur, le Grand Palace d'ailleurs, il s'appelle le Grand Palace, qui n'a rien à voir avec, c'est pas une chaîne, et ben, c'est des clients qu'on a en commun. Ouais, bien sûr, Mes clients ne sont pas forcément ses clients, mais ses clients sont aussi mes clients. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller chez lui ? En gros, alors que je l'adore, c'est un mec qui est super, mais moi, je vais essayer de capter les clients, ces clients qui viennent à l'année, qui continueront à aller chez lui. Parce qu'ils seront là-bas le reste de l'année, quoi. De se dire, il n'y a pas de problématique, c'est cool, parce qu'il est très bien son cinéma, c'est aussi cool, limite, que lui. Après, il y a d'autres chaînes où je vais essayer de niquer le game. Et c'est mon petit côté compétition. Mais donc la concurrence, c'est plutôt des cinémas, non pas de 5 à 7 salles, comme ce que l'on est, mais c'est qu'on soit plus fort qu'un cinéma de 15 salles. Donc ça nous oblige à mettre la barre tellement haute et de être un peu the place to be ici. Par l'événementialisation, par l'éditorialisation, par le fait d'avoir un Facebook ultra... Parce que ces 150 000 très grande fidélité. Il y a des gens qui viennent tous les week-ends. Et qui viennent, on se dit, mais vous habitez où au Sable ? Ah, mais on n'habite pas au Sable, on vient tous les week-ends. Mais vous êtes au cinéma tous les week-ends. Et il y a des gens... Mais non, on habite aux Herbiers. Vous n'habitez pas au Sable ? Putain, mais vous êtes là tous les week-ends. Non, mais c'est génial. Et en plus, ils continuent à aller aux herbiers en plus la semaine. Donc, quand on voit qu'on est dynamique, engageant. J'aime bien ce terme d'engageant. Engageant, ça veut dire aussi en face qu'on met pas mal de choses. On peut pas être que sexy, on peut pas être que... faut aussi qu'il y ait du fond. Je te parlais tout à l'heure de Stéphanie Pilonka, mais on va avoir dans pas longtemps Albert Dupontel, on va avoir Toledano et Nakache, on va avoir... dans quelques temps, on va avoir Alex Lutz. On fait le grand écart. Et pour te reparler de la programmation, on va aussi bien sur des films très intimistes que des gros blockbusters à popcorn et compagnie. Et nous, on ne veut pas cette dualité dans le dogme du cinéma, du cinéma d'un côté indépendant, art et essai, et qui snob l'autre cinéma. Pourtant, pour une grosse partie, c'est ce cinéma à popcorn qui subventionne les choses. Et nous, en fait, on est entre les deux. C'est aussi pour ça que je veux pas de subvention dans ce cinéma. Et je veux qu'ils vivent. Et ça t'oblige. La meilleure façon de gérer ton cinéma, c'est que quand tu as pas de subvention, tu es obligé à avoir un bon résultat. Tu peux pas te reposer sur te dire je vais choper une subvention de la ville, du département, du CNC et compagnie. Moi, je paye ma TSA, 10% chaque billet part dans un pot que je ne récupère jamais. Et psychologiquement, j'ai un devoir de réussite
qui est énorme. Oui. Et ben, ma meilleure subvention, c'est ma motivation. Bah, c'est ça, ouais. Tu es responsable de ton truc de bout en bout. Quoi. Mais que ça fait un peu une réussite. Bisounours à dire comme ça. Mais c'est réellement, ça va pas plus loin que ça. Ouais. Si tu veux finir un marathon, tu peux avoir les meilleures chaussures que tu veux. C'est pas ça, c'est ta tête qui te fait avancer. Et ben, nous, c'est un marathon depuis 10 ans, tous les jours, sans jour de congé, sans vacances, où tu es au taf, tu es au turbin à essayer de donner le meilleur du cinéma et surtout de repositionner ce qu'on a toujours été, comme je te disais, depuis 1914, dans les leaderships, alors qu'on ne savait pas le dire. C'était un cinéma qui restait sablé. Aujourd'hui, c'est un cinéma qui compte. On a été élu régulièrement comme dans les meilleurs cinémas à la nique des très gros qui ont une puissance de frappe qui est énorme. D'où l'expérience de se poser la question, c'est quoi le cinéma de demain ? Parce que si tu veux faire du cinéma aujourd'hui et écrire les meilleures pages, comme je te disais, à la reprise du cinéma, il faut pouvoir toujours avoir des pages blanches d'avance. Et ces pages blanches, tu les travailles, tu les matures avec tes réflexions de qu'est-ce que tu penses que le cinéma sera dans 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit les plateformes, ça devait tuer le cinéma il y a 5 ans, on dit, le cinéma, il a plus que 10 ans à vivre, tes investissements, fais gaffe, parce que nous, c'est des investissements, c'est 1300 fauteuils. Quand tu sais qu'un fauteuil, ça vaut 600 € ou 800 € suivant ce que tu prends, fois 1300. Quand tu as de la moquette, c'est 6000 mètres carrés. Quand tu as un projecteur, c'est 200 000 €. Tu en as 7 à changer. Donc, tes investissements, c'est tout de suite des millions d'euros. Donc, si le cinéma meurt dans 10 ans, et qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas mourir ? Que tu sois toujours engageant, que tu sois toujours un lieu où les familles se retrouvent. Et en fait, quand tu regardes les familles, depuis, je ne sais pas toi, mais depuis que tu es enfant, pratiquement tes films importants peuvent aussi structurer ta vie, des chapitres de ta vie. Complètement. Donc, ce qui fait avec l'abondance des loisirs aujourd'hui, comment tu restes dans le top des loisirs accessibles. Ça veut dire aussi que la tarification doit être accessible. Tout à fait. Le fait que ton cinéma soit engageant, c'est pas que tu aies qu'une bonne programmation, c'est une partie du dispositif. Il faut aussi que tu aies des tarifs. Et nous, on a des prix de cinéma complètement subventionnés, arrêt essai et compagnie. On n'était pas plus cher que la Gargamel quand elle existait, qui est un cinéma de ville, subventionné par la ville et fait par la ville. Donc, tout ça, c'est des mécanismes mis en place. Et le fait d'avoir été élu dans les meilleurs cinémas de France, le fait d'avoir des prix par le ministère de la Culture et du CNC par rapport à notre engagement, c'est des petits détails qui font beaucoup. La vente des affiches, qu'on transforme en place de cinéma, qu'on offre aux écoles, et on fait venir des réalisateurs, parce qu'on fait venir 1200 gamins, et donc là, on devient l'endroit où il faut être, sur la France entière. T'imagines, on est quand même... là, Alex Lutz, il va faire 4 dates. Et donc là, justement, toutes ces avant-premières, c'est avec les réalisateurs directement que tu vois, avec qui tu négocies à chaque fois ça. Là, pour Alex, oui. Parce que tu connais. Pour d'autres, c'est avec les distributeurs. En général, les distributeurs n'aiment pas les squeeze quand même. Non, c'est faute de goût. Ils disent rien, mais ils l'ont à travers la gorge. C'est leur rôle. D'accord. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas venir dans le quartier, des réalisateurs, des acteurs, sans venir faire un petit coucou, la bisette, expliquer leur prochain projet. Et c'est aussi notre démarche à nous de se dire, on est avant le projet. Ce qu'on a essayé de faire avec le film avec Alexandra Lamy, qui est devenu assez proche. On avait Audrey, qu'on connaissait très bien, qui est venue plusieurs fois. Et là, avec Édouard Bergeon, on a essayé avec ce film-là d'être avant l'aventure. De construire l'aventure avec eux et qu'on soit pas simplement une boîte qui fait écho, porte-voix, mais qu'on soit partie prenante et qu'on soit acteur du projet. Chose qu'on a réussi à faire parce qu'aussi on a un producteur en face qui est incroyable, Christophe, qui Nord-Ouest Productions, qui produit ce film-là, mais qui a produit aussi le film qu'on a fait venir pour le premier de l'année, le 3 janvier, L'Astronaute. Donc c'est ça, c'est au fur et à mesure. Quand il a vu le taf qu'on a fait, un 3 janvier, faire venir les gens au cinéma, la salle était pleine, la qualité de projection était incroyable, la qualité du débat était juste fantastique. Il dit non mais cette salle-là, moi j'ai rarement été dans des cinémas où c'était habité comme ça. Donc tout ça, ça se construit au fur et à mesure. Et puis pour nous. Bien sûr. Donc oui, effectivement. C'est vraiment chouette, en tout cas en tant que spectateur, de venir et puis de rencontrer et pouvoir échanger avec les réalisateurs,
les auteurs de livres adaptés, etc. Ouais, puis il y a une... vous faites pas que les rencontrer de façon froide, vous échangez avec eux. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a une vraie intimité qui se crée. Oui, bien sûr, parce que eux, ils viennent délivrer leur bébé. Oui, puis on a fait plus, nous. On a essayé de leur faire goûter au mou de sablé. Qu'est-ce qui fait qu'au sable, c'est différent? Et en fait, quand ils viennent au sable, ils viennent pas faire des interviews, ils viennent pas faire du média. Ouais. Ils viennent rencontrer les spectateurs. Et nous, on les emmène en mer, on va manger chez un tel, on a les bonnes... on a toutes les références. Ouais. On leur fait des activités s'ils sont là l'après-midi en lien avec leur prochain film. Ouais. Oui, parce qu'Alexandra Lamy, elle tournait en même temps un film, donc exactement. C'était vraiment d'une pierre deux coups, quoi. Ouais, et puis c'était chouette, le principe aussi de faire la toute première. Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment l'ultra émotion quand c'est leur première avant-première. Ouais. Moi maintenant, j'adore être la toute première. C'est très compliqué parce que t'as pas d'affiche, pas de bande-annonce, t'as rien. Parce que et les gens, en fait, là, on a fait 800 spectateurs, on a limité à 800, on pouvait aller jusqu'à 1200, mais on a dit stop. Sans communication. Ouais. C'est-à-dire que les gens nous font confiance. Et ça, ce lien-là de confiance, il est extraordinaire. Ouais, c'est chouette. Tu peux les embarquer sur n'importe quel projet. Oui. Ouais. On va parler un petit peu de toi, du coup, et la sculpture. Donc, on en parlait un petit peu. Tu parlais du surf. Toi, tu as été quand même champion du monde, il me semble, junior. De wave ski. Alors, moi, je suis un non-initié. Le wave ski, c'est avec les pagaies. C'est un surf où tu es assis, tu es attaché à la ceinture. Tu as des straps où tu mets tes pieds. Donc, tu fais complètement corps avec la machine. Et, enfin, avec le surf. Et avec ta pagaie, te sert de propulsion. Donc, tu passes les vagues, tu passes la barre et tu fais ton take-off avec la pagaie. Et après, c'est juste la fluidité de tes lignes qui font ta vitesse. Et tu fais pratiquement exactement les mêmes figures qu'un surf. D'accord, parce que la planche est de la même taille. Elle est un petit peu plus grande, un petit peu plus volumineuse parce que tu es attaché. Donc, en gros, ça fait comme un os de sèche avec l'arrière, une petite bulle. D'accord. Pour ton corps. Et en fait, tu viens plus ou moins bouger ton bassin pour aller à droite, à gauche. Donc tu fais une... du coup, ça doit donc c'est toute l'assiette. Tu le fais avec ton corps. Ouais, ça doit être... au niveau du bassin, ça doit être... Ouais, tu m'étonnes. Bon, alors, les clients qui connaissent l'animal savent que j'ai arrêté parce que je suis gainé par autre chose maintenant. J'ai un abdominal, mais avant, j'avais des abdominaux. C'est le temps où j'avais des cheveux. Du coup, avec ça, t'as pas mal vadrouillé tout autour du monde. C'était une école de la vie. Ça a été vraiment mon éducation tout seul. Vraiment seul, sans mes parents. T'avais quel âge quand t'as commencé? Moi, ma première compète, je l'ai fait à 13 ans. Donc t'étais en Angleterre. Après, j'ai commencé à aller en Espagne, au Maroc, en Afrique du Sud, au Brésil. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et Madagascar avec le sac à dos, en road trip. C'est là où j'ai commencé à sculpter. Bah oui, c'est pour ça que j'allais y venir. C'est à cette occasion-là, en fait, que tu as vu. Il y a des gens qui t'ont initié, si je. Exactement, j'aimais bien quand il n'y avait pas de vagues, parce que c'est ça aussi le surf, c'est une école de la vie. Parfois, tu es là, tu n'as pas de vagues, donc tu attends les vagues. Et au lieu d'aller faire le con sur la plage, j'allais toujours me renseigner, de louer un vélo, emprunter un truc pour aller voir des ateliers d'artistes. Peu importe si c'était de la sculpture. Mais comme on a toujours du matériel pour réparer notre matos, on a toujours un cutter, un ciseau à bois, un truc de quoi faire de la résine. J'utilisais ce cutter sur les bouts de bois que je trouvais sur la plage. J'ai commencé par faire un doigt parce que je savais pas quoi faire. Et puis quand j'ai vu que j'arrivais à faire un doigt avec les pliures et tout, les ongles, on a commencé à faire plus complexe. Et puis au bout d'un moment, j'avais pas de sponsor moi à l'époque. Je parle de ça, j'avais 15 ans. J'ai commencé à vendre mes petits totems. C'était mais je les revois de temps en temps. J'ai des copains de l'école qui reviennent. François, je sais que vous êtes au cinéma. Regarde ce que j'ai trouvé dans ma chambre d'enfant et tout. Donc le petit totem de l'époque qui me sponsorisait mes voyages. Donc en fait, c'est tous mes copains d'école, mes professeurs, parce que j'essayais de vendre mais des gros aux professeurs. Et l'hiver, je fabriquais ça, des planches de surf. C'était à la mode, c'est dans les années 95. Les planches de surf, tout le monde avait sa planche de surf accrochée au cou. Et moi, je les peignais à l'unité. J'avais ma cheminée où je mettais tous mes surfs à chauffer, à vernir et que ça sèche presque mes commandes de la veille. Bref, c'était vraiment devenu une industrie. Et j'avais le sens du business à l'époque. Et en fait, ça plus tout ce que je vendais, ça me payait mes outils.
Donc j'ai commencé à acheter des gouges, à aller avec mon scooter, une remorque de surf, et j'allais chez Douai-Bois à l'époque. J'allais voir le mec qui était à la coupe et il disait t'as pas des chutes de bois? Donc je récupérais des chutes de bois que je repartais chez moi, je sculptais, je vendais sur les marchés nocturnes parce qu'il y a plein de petits marchés. Et donc je rachetais du matériel de meilleure qualité, je commençais à faire de plus en plus gros, et puis jusqu'à au jour à m'acheter une tronçonneuse. Une élagueuse, toute petite, avec mon sac à dos, rembourré, ma petite bouteille d'évian avec du mélange d'essence, et je arpentais les plages pour voir des bois flotter. Je sculptais ça, je partais le matin très tôt, au mois de juin, à 5h, c'est éclairé, et enfin c'est... Oui, il y a le jour qui se lève, quoi. Il y a le jour qui se lève, derrière les dunes. Et donc là, je sculptais un sourire, un totem qui souriait, je le laissais sur la dune. Et la mer le ramenait comme une bouteille. J'ai eu beaucoup d'articles de presse parce que c'était le gamin qui allait envoyer des bouteilles à la mer avec des sourires. Et donc je ne savais pas qui les récupérait, je ne savais pas où ça repartait, c'était assez poétique. Et puis mine de rien, j'ai vu que ça pouvait, comme le cinéma, je théâtralisais finalement la sculpture. Et ce qui était important, c'était peut-être pas la sculpture, mais c'était le contexte. L'histoire autour, en fait. Exactement, ce bois flotti qui arrive d'un peu nulle part. Et qui a choisi d'arriver parce que c'est pareil, on peut imaginer plein de trucs, qu'il a choisi d'arriver au gré des courants, des rochers, des trucs. Et donc je me suis dit, putain, il y a quand même une part du parchemin, il n'y a plus qu'à écrire, le parchemin est beau, quoi. Le papier est beau, il n'y a plus qu'à faire une belle histoire. Et j'ai commencé à perfectionner mes traits, à comprendre que si tu voulais être pris au sérieux, fallait de la qualité. Donc moi j'ai toujours été besogneux et je mets pas les limites des autres dans mes limites, dans mes yeux. Donc peu importe si ça fait 4 tonnes ou si ça fait 3 mm. Oui, parce que tu fais aussi sur des... Je voyais là, dernièrement, tu as fait sur des... C'était quoi? Sur des tout petits coquillages, je crois, ou c'était... En fait, c'est des bouts de verre que je ramasse des bouts de verre, des polis. C'était super chouette, ça aussi. Et puis, à un moment, comme le but, c'était aussi, tu vois, cette façon de faire attention aussi à la planète. Comme je sculptais le bois, j'ai commencé à travailler avec des Dremel, et puis perfectionner avec des micromoteurs japonais qui sont ultra coûteux, mais qui sont d'une sensibilité folle. Et de travailler avec des lunettes de joaillier, commencer à travailler sur de l'os, de bison, d'autruche, enfin bref. Et commencer à faire des bijoux, commencer à mettre de l'or dedans, des pierres précieuses, des diamants, des émeraudes, travailler avec des joailliers, commencer à dire ici ça prend... et si mon matos pouvait intéresser la place Vendôme, parce que moi j'ai peur de rien, donc j'ai commencé à solliciter les premiers d'atelier, les chefs d'atelier, de boucherons de toute la place Vendôme. Et puis j'ai commencé à leur vendre et à leur susciter l'envie avec des grenouilles, avec des choses qui n'avaient rien à voir avec les totems. Tout un moment j'ai arrêté avec tout ce qui est totémique et tiki, et j'ai fait des choses qui parlaient ici. Donc des grandes balades dans les marais, aller voir des orchidées qui sont assez rares, pour voir la forme, l'amplitude, qui parlaient d'ici. Et on n'est pas obligé de faire des hibiscus sculptés, on peut aussi faire... Il y a des fleurs qui sont extraordinaires, des animaux, et encore une fois, travailler sur la théâtralisation. Donc proposer comme Boucheron par exemple, ou Marchac fait beaucoup de grenouilles, une grenouille mais qui a une vie. Parce que dans la joaillerie, c'est très formaté, c'est très codifié, c'est froid, ça n'a pas de vie, pour moi. Et là, le but, c'était de les rendre vivantes. Que la grenouille, on avait l'impression qu'on avait juste à faire ça, et elle sautait. On l'a saisie sur un moment, quoi. Donc toute la tension donc, à apprendre. Donc, c'est ce que la sculpture et le cinéma m'a appris, c'est d'apprendre à côté qu'est-ce qui fait l'architecture des os d'une grenouille, la flexibilité, à quel moment elle a ce truc. Et parfois, ça reste dans un détail. Bien sûr. Comme je disais avec le cinéma, c'est un détail qui rend le truc magique. Donc, c'est comme un bijou si tu l'as pas dans un écrin. Donc, il faut fabriquer l'écrin qui va autour, qui englobe... Et là, c'est difficile parce qu'une fois que tu commences à attaquer, enfin, t'as pas 3 essais, quoi. Non, et puis c'est soustractif. C'est ça, Donc c'est pas de la terre. Tu rajoutes pas. Mais parfois, les accidents amènent des choses. Tu dis, waouh. Et en fait, moi, ce que je suis le plus content, et dans ce cinéma, les gens qui me rencontrent à l'accueil ont la même sensation que j'ai quand je sculpte tout seul. Par contre, je ne veux personne autour de moi, et je sculpte la nuit, en général, sans rien autour. Je suis dans ma bulle et j'aime bien être ultra fatigué parce que ça me met dans une sensation. Et en fait, j'ai pas mal aux doigts.
Ça, c'est après, c'est le lendemain. J'ai mal aux joues. Parce que je souris tellement. Ah oui. Je suis tellement dans un kiff de béatitude à voir le truc. Tu sais, quand tu as un cube, toi, tu verras toujours peut-être que le cube. Moi, je vois la sculpture finie. Et t'enlèves les copeaux et tu vois la sculpture finie. Et t'anticipes tout avant. Et enfin, moi, je suis dyslexique. Donc, on apprend à d'autres sens. Ma femme, elle voit un cube de bois. Quand elle voit un tronc, elle voit un tronc. Moi, je fais, non, mais regarde, là, il y a un dauphin, un requin, un truc. Elle fait, ouais, mais enfin, arrête. Tu me fatigues. Moi, je vois un tronc qui est plein d'écorce avec du sable dessus et tous les chiens ont pissé dessus sur la plage. Je fais, mais non, mais regarde. Puis je lui fais voir. Ouais, je vois toujours un tronc. Et ça, c'est assez rigolo parce qu'on voit des choses et on kiffe le moment parce que nous, on l'a vu et on le découvre à tout le monde. On sait qu'il est là, personne ne le voit. Et ce truc magique, ce plaisir parce que moi, je ne fais pas des trucs qui dénoncent la société dans laquelle on vit. C'est des trucs très mignons, c'est bisounours. Et aujourd'hui, c'est pareil. On sait ce qu'on a fait, on sait tout le travail. Et le but, c'est pas de montrer le travail besogneux. C'est juste de voir, clac, et d'arriver et que les gens, en 30 secondes, soient émerveillés. Il y a l'émotion, quoi. Comme un film, quoi. Tu sais pas. Comme l'entrée du cinéma. Le travail derrière le film. Moi, je souris tout le temps à l'entrée parce que je sais qu'ils vont. Et ça me fait marrer d'avoir cet échange bienveillant, avec le sourire. Et c'est kiffant. Moi, c'est cette émotion que je cherche à chaque fois. Peu importe si ça prend 30 secondes ou 14 jours à faire la même chose. Mais il faut que ça soit parfait pour les gens. Eh bien, bien. C'est une chouette aventure, la sculpture. Du coup, pour finir, sur les questions un peu plus génériques, l'actu du moment, tu vas voir Elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Ce qui est l'actu d'aujourd'hui sera complètement annulé par une autre demain. Bien sûr, Et nous, en fait, on est déjà sur des projets sur octobre-novembre à gérer. Là, on va avoir Il Bohémo, qui est l'artiste lyrique italien qui Mozart était fan. Donc on fait venir un grand chef d'orchestre, Hugo Rennes, qui est très très connu au Sable d'Olonne, qui vit au Sable d'Olonne, qui va nous interpréter quelques chansons de Il Bohémo. On fait venir le réalisateur qui est tchèque, et puis on fait venir un grand critique de musique pour pouvoir faire une masterclass avec tout ce beau monde et échanger en salle. C'est ce qu'on aime aussi. Après, on va avoir... C'est quand ça, c'est quelle date? Le 20 juin. Tant qu'à faire, autant coller à la fête de la musique. Tout à fait, le 20 juin. 20 juin, et puis quelques jours après, il y aura à la fin du mois de juin, il va y avoir la fête du cinéma qu'on veut toujours avoir une vraie fête. Donc, qui annonce le début de l'été, qui annonce beaucoup de choses. On va avoir la particularité depuis 2 ans, depuis la sortie du Covid, de toujours avoir quelqu'un de connu qui vient et qui présente son film. Parfois, ça peut être une page blanche. Donc, je vous laisse regarder sur le site du Grand Palace qui sera notre vedette, notre star de cette année, qui officiera pour ouvrir la fête du cinéma. Vous irez voir donc sur les réseaux sociaux. De toute façon, je crois qu'il n'y a même plus besoin de présenter la page du Grand Palace, que ce soit sur Facebook ou Instagram. C'est là-bas qu'on te retrouve. Merci François de m'avoir reçu. C'était vraiment chouette. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs aussi. Et puis, du coup, on se retrouve sur les plateformes de podcast et puis sur Grain des Sables, la page Instagram et la page Facebook. Merci beaucoup François. Merci, à bientôt.